Chers collègues, nous allons commencer notre réunion de commission. Alors, avant de débuter, je voudrais surtout, dans un premier temps, prendre quelques instants pour rendre un hommage à notre ancienne collègue Victoire Jasmin, qui est décédée vendredi dernier, quelques jours après sa dernière campagne électorale. Nous nous souvenons tous de à la fois de son implication, de sa joie de vivre, de ses sujets de prédilection. Je pense notamment à tout ce qui concerne naturellement l'outre-mer, mais également tout ce qui concernait l'égalité entre les hommes et les femmes, très attaché à la Guadeloupe. Et puis, j'ai en tête également le rapport d'information sur la santé mentale qu'elle a rédigé avec Jean Sol en 2021. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est l'habitude de la commission, au-delà de porter un message en sa mémoire, mais je propose qu'on fasse une minute de silence, si vous voulez bien. Et je crois qu'un hommage lui sera rendu, notamment ce soir à 19h au Salon Beaufranc, ainsi que demain dans l'hémicycle, avant les questions d'actualité au gouvernement. Alors, mes chers collègues, je voudrais aussi profiter de cette commission pour accueillir deux nouveaux fonctionnaires dans nos services. Alors, tout d'abord, Madame Maëva Barbier, ici présente, qui va se lever, qui était directrice d'hôpital, qui a également occupé un poste de chef de service à la direction générale de l'offre de soins et qui occupera des fonctions d'administrateur. Elle aura plus particulièrement la charge du secteur de la santé publique ainsi que des questions de bioéthique. Bienvenue en tout cas, Madame Barbier, et très heureux de féminiser un peu ce service. Merci beaucoup. Voilà, et je veux aussi accueillir Mathis Calamy, voilà, ici présent, qui rejoint quant à lui l'équipe de nos administrateurs adjoints après avoir été lauréat du dernier concours organisé par le Sénat. Il s'agit de son premier poste au sein de notre institution, donc je vous souhaite la bienvenue, Mathis. Voilà, on les applaudir. Bien, alors avant d'accueillir Monsieur Leloup, je vous rappelle que cette audition sera suivie d'une présentation de l'application Déméter par les services de la Commission. Alors, soit pour les nouveaux sénateurs, soit pour les anciens qui ont besoin d'une piqûre de rappel sur le fonctionnement de Déméter. Et voilà, et donc, comment ? Voilà, pour le Covid, ouais. Cette application vous permettra d'accéder de manière dématérialisée à tous les documents utiles à nos travaux. Par exemple, tout à l'heure, je vais évoquer notamment le CV de Monsieur Leloup qui est sur justement Déméter. Voilà, donc c'est important que vous puissiez maîtriser les contours de Déméter. Bien, alors, mes chers collègues, nous allons à présent entendre M. Sébastien Leloup, qui est candidat proposé par le gouvernement aux fonctions de directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM. En application de l'article L1451-1 du Code de la santé publique, sa nomination doit être précédée de son audition par les commissions compétentes du Parlement sans que celle-ci soit suivie d'un vote. Donc il n'y a pas de vote. Et je crois que vous serez demain matin à l'Assemblée nationale. Je vous précise que cette audition fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site Internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Je vous précise également que vous trouverez le CV de M. Leloup dans Déméter, justement. J'indiquerai simplement qu'il exerce les fonctions de directeur général de l'ONIAM depuis 2017. Et je vous rappelle notamment que l'ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il a pour mission d'organiser le dispositif d'indemnisation amiable, rapide et gratuit des victimes d'accidents médicaux. Monsieur Leloup, votre nomination en 2017 intervenait après la remise d'un rapport de la Cour des comptes en 2016, sollicité justement par notre commission, et qui portait sur la prévention des conflits d'intérêts en matière d'expertise sanitaire. Une mission de l'Inspection générale des affaires sociales est intervenue dans le prolongement de ce rapport de la Cour, qui établissait notamment les recommandations suivantes, je les rappelle: améliorer la qualité du service rendu, construire une politique publique d'indemnisation plus cohérente et lisible pour les victimes, renforcer les moyens d'action en facilitant notamment les recrutements de certaines compétences dans le domaine juridique, de l'expertise médicale et des systèmes d'information. Ce rapport soulignait également l'enjeu de redressement financier de l'ONIAM, de réorganisation de ses services et d'amélioration du processus de recouvrement des créances.
Pour commencer, je vous laisse le soin de nous présenter un bilan de votre action depuis 2020, en nous expliquant dans quelle mesure vous avez pu poursuivre la mise en œuvre de certaines des recommandations issues du rapport précité de l'IGAS, dans la continuité du bilan que vous aviez présenté à notre commission en juin 2020. Les membres de la commission pourront ensuite vous poser leurs questions. Monsieur Leloup, eh bien, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. J'ai l'honneur de me présenter devant votre commission dans le cadre de ma demande de renouvellement dans les fonctions de directeur de l'ONIAM. L'ONIAM est un établissement public administratif de l'État sous tutelle du ministère de la Santé, créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Comme l'a souligné l'ancien sénateur et professeur agrégé de médecine Claude Hurier, qui fut le premier président du conseil d'administration de l'ONIAM au moment de sa création, cette loi a ouvert une nouvelle ère en matière d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. La loi a créé un dispositif original de règlement amiable. Elle a également créé un droit nouveau, l'indemnisation par la solidarité nationale des victimes d'accidents médicaux non fautifs. Suite à la loi Kouchner, le législateur a progressivement élargi les missions d'indemnisation de l'ONIAM aux infections nosocomiales graves, aux mesures sanitaires d'urgence, aux vaccinations obligatoires, aux dommages transfusionnels, aux victimes du Mediator suite au livre du docteur Irène Frachon et plus récemment aux victimes de la dépakine suite à la création par Madame Marine Martin de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. En fait, au fil des années, l'ONIAM est progressivement devenu un véritable paratonnerre du système de santé, selon l'expression d'Alain-Michel Serretti, fondateur de l'association Le Lien en matière d'infection nosocomiale et premier président de France Association Santé. Il a longuement siégé au conseil d'administration de l'ONIAM. L'ONIAM est un établissement public administré par un conseil d'administration qui a été présidé jusqu'à récemment par Madame Claire Compagnon. Je tiens à saluer aujourd'hui devant votre commission son action et son engagement au service des victimes pendant ces 2 mandats. Plus récemment, vous avez eu l'occasion d'auditionner M. François Toujas, qui va assurer la présidence du conseil d'administration et des 3 conseils d'orientation à compter du 16 octobre. Les commissions de conciliation et d'indemnisation, les CCI, le collège Mediator et le collège dépakine instruisent les demandes d'indemnisation. Ces instances indépendantes sont présidées par des magistrats qui sont les garants de la qualité des avis rendus. Depuis sa création, l'ONIAM a instruit 95 000 demandes d'indemnisation, dont 77 000 au titre des accidents médicaux, principale activité de cet établissement. L'ONIAM reçoit 5 000 demandes d'indemnisation par an. L'année dernière, grâce au travail bénévole de leurs membres, les commissions de conciliation et d'indemnisation ont organisé 225 séances dans les territoires de métropole et d'outre-mer, souvent dans les locaux des agences régionales de santé. L'établissement a un budget de 212 millions d'euros. 92% des recettes sont des financements publics. Nous employons 119 personnes. C'est donc un établissement de taille modeste au regard à la fois de la diversité, mais aussi de la complexité de ses missions. J'ai été nommé à la direction de l'établissement en février 2017 dans un contexte de crise institutionnelle. Avec le conseil d'administration, nous avons redressé la situation. Toutefois, beaucoup reste à faire et avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous devons continuer à agir pour mieux indemniser les victimes. Au cours de mon précédent mandat, l'ONIAM a développé l'indemnisation, agi pour recouvrer les créances et moderniser son organisation. On ne le dira jamais assez, la raison d'être de l'ONIAM est d'indemniser les victimes. L'année dernière, le montant des dépenses d'indemnisation engagées a atteint un niveau record de 183 millions d'euros. Cela représente une hausse de 11% par rapport à 2021 et une hausse de plus 13,7% par rapport à notre année de référence 2019 avant la crise épidémique. Le montant moyen de l'offre amiable pour les victimes des accidents médicaux est passé à 147 000 euros. Il a augmenté de 60% en 5 ans,
95% des offres proposées par l'ONIAM sont acceptées. Cette augmentation des dépenses résulte des mesures adoptées par le conseil d'administration, la revalorisation du référentiel, la révision de la table de capitalisation et aussi de l'accroissement de l'activité liée aux nouvelles missions que nous avons mis en place. Concernant la dépakine, depuis la loi de décembre 2016, l'ONIAM a reçu 3 817 demandes d'indemnisation. 66,7 millions d'euros d'offres ont été émises au bénéfice d'environ 1600 victimes. À ce jour, cet après-midi, 51,5 millions d'euros d'indemnisation ont été versés à près de 1000 victimes de la dépakine. Concernant la campagne de vaccination contre la Covid-19, 1246 demandes d'indemnisation ont été reçues par l'ONIAM. À ce jour, 91 personnes ont été indemnisées à l'amiable. Parallèlement, l'ONIAM agit avec détermination pour recouvrer ses créances. Faire payer les responsables des dommages est au cœur de notre mission. C'est un devoir de notre établissement vis-à-vis des victimes. Depuis que je dirige l'établissement, l'ONIAM a émis plus de 10 000 ordres de recouvrement auprès des assureurs et des industriels pour un montant de 254 millions d'euros. Le montant recouvré depuis le 1er janvier 2018 est supérieur à 105 millions d'euros. Si on prend en compte les assignations devant les tribunaux qui suspendent les actions de recouvrement, le taux de recouvrement net est à aujourd'hui de 85%. Face à ces ordres de recouvrement, les assureurs et les industriels contestent leurs responsabilités et nous assignent en justice. Ces guérillas juridictionnelles sont lourdes à gérer pour l'ONIAM. Concernant la dépakine, 440 ordres de recouvrement ont été émis contre Sanofi pour un montant de 43 millions d'euros. Dans ce contexte d'incertitude judiciaire sur le recouvrement de certaines créances, l'équilibre financier est très dépendant des financements publics. Un mot sur la modernisation des locaux et des organisations qui ont amélioré la qualité de vie au travail. En juin 2020, nous avons déménagé le siège historique de l'ONIAM de Bagnolet à Montreuil. Ce déménagement a permis de mettre en œuvre de nouvelles orientations environnementales. Nous avons pu engager une démarche permanente visant à appliquer les meilleures pratiques en matière d'énergie, de tri, de recours aux outils collaboratifs tels que la visioconférence. Ces nouveaux locaux ont permis d'améliorer la qualité de vie au travail avec par exemple un local à vélo et l'accès à une salle de sport pour favoriser l'activité physique et la cohésion des équipes. Sur le plan social, je souligne la qualité du dialogue avec les représentants du personnel. À l'automne 2021, nous avons signé un accord-cadre sur le télétravail qui bénéficie à 70% des personnels. Ce respect non seulement de la place, mais aussi de la parole des représentants du personnel s'est traduit par un taux de participation de 75% aux élections professionnelles. 75%. Un indicateur classique des ressources humaines porte sur le taux d'absentéisme. À l'ONIAM, le taux d'absentéisme est à 3,4%. Un fonctionnement aujourd'hui normalisé. Suite au rapport de la Cour des comptes de février 2017, j'ai pris la direction de l'ONIAM dans un contexte de gestion de crise. Un plan pluriannuel de redressement a été mis en œuvre avec le soutien du conseil d'administration. Aujourd'hui, l'ONIAM a un fonctionnement institutionnel normalisé. Les instances se réunissent régulièrement avec une participation très active de ses membres, notamment des associations de victimes. Un contrat d'objectifs et de performance a été adopté en mars 2021 pour doter l'établissement d'une feuille de route stratégique. Si l'établissement a bien progressé sur plusieurs sujets, toutefois, dans le prolongement de ce qui vous a été présenté récemment par François Toujas, je mesure que beaucoup reste à faire pour mieux répondre aux très fortes attentes des victimes, du Parlement et du gouvernement. Nous devons continuer à agir pour améliorer le fonctionnement de l'ONIAM. C'est d'abord améliorer les conditions d'indemnisation des victimes. La question de la revalorisation du référentiel d'indemnisation a déjà été évoquée par François Toujas devant votre commission. En particulier, l'indemnisation financière des souffrances endurées par les victimes et le montant de l'aide à une tierce personne pour les personnes handicapées suite à un grave accident médical mériterait une attention particulière et un accompagnement financier de la part de nos tutelles. Avec l'appui de la Commission nationale des accidents médicaux, il nous faudra aussi continuer à revaloriser la rémunération des experts qui sont au cœur du bon fonctionnement de l'ONIAM.
Il nous faut aussi approfondir avec les associations de victimes les mesures de simplification de la gestion de l'indemnisation dans le respect naturellement des règles de maniement de l'argent public. La question du meilleur respect des délais doit continuer à mobiliser les équipes. Avec les magistrats qui président les instances, il nous faut être attentifs à trouver le bon équilibre entre qualité et rapidité des avis émis et délai d'envoi des offres d'indemnisation aux victimes. François Toujas l'a évoqué lors de son audition du mois de juillet, l'ONIAM est un établissement qui demeure peu connu du grand public et des professionnels de santé. Il nous faut donc agir pour améliorer la visibilité de l'ONIAM et ainsi faciliter l'accès aux dispositifs amiables. L'ONIAM doit développer ses outils de communication et nouer des partenariats. Parallèlement à l'amélioration de l'indemnisation des victimes, il ne faudra pas relâcher nos efforts en matière de recouvrement des créances. Les victimes ne comprendraient pas que l'ONIAM ne continue pas à agir pour faire payer les responsables de leurs dommages. Et nous devons bien sûr poursuivre notre modernisation. Aujourd'hui, l'ONIAM utilise beaucoup de papier. Nous devons donc nous transformer à l'occasion du nouveau schéma directeur du système d'information. Ce projet a malheureusement été différé en raison de l'épidémie. Il est désormais en cours de mise en œuvre. Il doit notamment permettre d'assurer la digitalisation des échanges via un portail numérique avec les demandeurs, les experts médicaux, les avocats, les membres des instances. Par exemple, il s'agit d'offrir aux demandeurs un service dématérialisé à toutes les étapes de son parcours d'indemnisation, demande d'indemnisation en ligne, transmission des pièces justificatives en ligne pour accélérer la gestion tout en garantissant la sécurité du stockage des données et naturellement la conformité au règlement général sur la protection des données. Un enjeu de la modernisation consiste aussi à exploiter nos données pour prévenir les accidents et améliorer les pratiques professionnelles. À l'heure du numérique et de l'exploitation des données de santé, avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous pourrons examiner de nouvelles perspectives de recherche et de contribution à la politique de prévention en santé. Apprendre des accidents médicaux pour contribuer à améliorer les pratiques professionnelles est un nouvel enjeu stratégique pour l'ONIAM. Se moderniser, c'est aussi évaluer la qualité du service rendu et la prise en compte des attentes des victimes. Nous devons par exemple améliorer l'accueil téléphonique et les délais de réponse. Dans cette perspective, l'ONIAM mettra prochainement en place un baromètre et des enquêtes de satisfaction. L'établissement pourra ainsi renforcer sa capacité à recueillir des retours d'expérience des victimes sur la gestion de leur parcours d'indemnisation. Et sur cette base, un plan d'action d'amélioration de la qualité du service rendu fera l'objet d'un suivi régulier. Quelques mots de conclusion. 20 ans après l'adoption de la loi du 4 mars 2002, de nombreux colloques universitaires ont mis en évidence l'importance des missions de l'ONIAM au service de l'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, je tiens à saluer devant votre commission le travail des associations de victimes, des experts médicaux, des membres des instances, ainsi que des magistrats et des équipes de l'ONIAM. Avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous continuerons à agir pour améliorer l'indemnisation des victimes. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais donc donner la parole donc à Corinne Imbert et à Alain Milon. Pour l'instant, voilà, on va noter les autres. D'accord. Corinne, c'est à toi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci pour votre présentation. Voilà, je suis au fond de la salle, comme les mauvais élèves, à côté du radiateur. Je posais juste une question pour laisser la parole à mes autres collègues. Concernant le rapport remis par l'IGAS en février 2021, qui était intitulé « Consolider l'indemnisation publique dans le champ de la santé, enjeu du rapprochement entre le FIVA et l'ONIAM ». Le FIVA, qui est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Pourriez-vous nous éclairer la Commission sur les perspectives envisagées à ce sujet? Est-ce que c'est d'abord toujours d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, envisageable ou pas du tout? Et quel regard portez-vous sur un tel projet? Qui résume ce que je vous ai dit avant d'ailleurs. Merci à vous. Oui, Alain Milon. Allez. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Leloup, merci pour votre exposé. Moi, je voudrais vous poser qu'une seule question. Vous avez dit que le budget était d'un peu plus de 200 millions, financé à 91% par des organismes publics.
Quels sont ces organismes publics qui vous financent? Comment eux-mêmes sont-ils financés et participent-ils au conseil d'administration de l'ONIAM? Une troisième question, Annie Louéo. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reprends d'ailleurs une partie de la question de Monsieur Milon. Les ressources propres de l'ONIAM, constituées par le recouvrement des finances auprès des assurances aux tiers responsables, ne représentent que 10% de son budget. La Cour des comptes a pointé la difficulté de recouvrement récurrente, alors même que des condamnations ont été prononcées par les juridictions. Alors, vous avez dit que 10 000 ordres de recouvrement étaient lancés et vous avez pointé les assignations en justice des structures condamnées et la durée entre guillemets sans fin des recouvrements et des contentieux. Donc, pouvez-vous nous dire quel outil vous pouvez utiliser pour améliorer en fait ce recouvrement? Donc, si le rôle de l'ONIAM est essentiel pour l'indemnisation rapide des victimes, ne pensez-vous pas qu'il serait légitime d'investir plus avant dans le recouvrement auprès des assureurs ou des personnes condamnées? Alors, une autre question concernant la gouvernance de l'ONIAM. La subvention de l'assurance maladie représente 73% de son budget. Le conseil d'administration comprend 22 membres, 11 représentants de l'État, 9 nommés par le ministre de la Santé, un représentant de la CNAM. Pensez-vous que la composition du CA est adaptée à son budget et aux contributions dans cet organisme? Et puis, une dernière question. Vous avez parlé du Covid. Donc, est-ce que vous constatez un fort accroissement de nombreuses demandes d'indemnisation dans le cadre du Covid? Et une dernière question. On sait aujourd'hui les difficultés liées à l'accessibilité aux soins et la perte de chance de nos concitoyens. Est-ce que vous êtes sollicité pour des demandes d'indemnisation ou de prise en compte de cette perte de chance? Voilà, on va commencer par ces trois intervenants. Il y a beaucoup de questions. Monsieur Leloup, c'est à vous. Je vous remercie pour les questions. Madame Imbert, donc en réponse à votre question, effectivement, donc il y a un rapport de l'IGAS et de l'IGF qui, en synthèse, plaidait pour une fusion complète de l'ONIAM et du FIVA. J'ai été très favorable à cette fusion, à la fois pour des raisons d'efficience de l'action publique, parce que l'ONIAM, je vous l'ai dit, c'est 120 équivalents temps plein, le FIVA, c'est 75. Et il me semblait qu'effectivement, avoir deux fonctions support, ce n'était pas forcément justifié à l'heure de la contrainte, de la bonne gestion publique, et qu'on pouvait certainement organiser les choses de manière un peu plus performante pour consacrer les ressources, je dirais, à l'indemnisation des victimes, que ce soit de l'amiante ou des accidents médicaux. Les moyens étant contraints, il faut être au cœur de métier et essayer de trouver des synergies, en particulier sur les fonctions support. Donc avec les ministères de tutelle, nous étions favorables à cette fusion. Les conseils d'administration des deux établissements étaient officiellement sollicités. Le conseil d'administration de l'ONIAM a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce projet de fusion. Le conseil d'administration du FIVA a voté clairement contre ce projet de fusion. Et il n'y a pas eu de portage politique de ce projet de fusion, ce qui fait que les réflexions des corps d'inspection qui étaient portées par les administrations de tutelle qui sont présentes aux deux conseils d'administration n'a pas prospéré. En tout cas, en tant que directeur de l'ONIAM, si des initiatives étaient reprises dans ce sens, naturellement, j'y serais tout à fait contributeur de manière positive. D'un pays qui peut fusionner Veolia et Suez, mais on ne sait pas fusionner des établissements de la taille de l'ONIAM et du FIVA, ou en tout cas les ancrer dans une trajectoire, dans le respect de la gouvernance. Peut-être qu'effectivement, des questions liées à la fusion des conseils d'administration a pu braquer un certain nombre de participants, et peut-être qu'il y avait d'autres schémas qui préservaient la gouvernance du FIVA en particulier, qui pouvaient être envisagés. Je note d'ailleurs que dans la lettre de mission des ministres, ce respect de la gouvernance était tout à fait explicite, mais les réflexions des corps d'inspection se sont clairement écartées. Monsieur Millon, vous m'avez questionné sur le financement de l'ONIAM. Donc en 2022, l'ONIAM a encaissé une subvention de 150 millions d'euros de l'assurance maladie, donc qui est votée en loi de financement de la sécurité sociale.
une subvention de l'État de près de 19 millions d'euros et a eu des recettes propres d'environ 14,5 millions d'euros, les recettes propres correspondant au recouvrement effectif de l'argent des recouvrements des créances auprès donc, des assureurs en responsabilité civile et des industriels, c'est-à-dire de Sanofi, le moment venu. La part de la dotation de l'assurance maladie croît sensiblement en 2022 à hauteur de 81,8% contre 72,4% en 2021, sous l'effet de la baisse en 2022 des dépenses relevant des dispositifs financés par l'État. Et la subvention de l'assurance maladie, donc elle est bien fléchée, elle correspond à la mission d'indemnisation des victimes des accidents médicaux et aussi des contaminations transfusionnelles. Et la subvention de l'État, elle correspond à plusieurs missions d'indemnisation, les victimes des vaccinations obligatoires, des dommages consécutifs à des mesures sanitaires d'urgence, c'est-à-dire les campagnes de vaccination H1N1 et Covid-19, j'y reviendrai. Et cette subvention de l'État permet aussi de financer le fonctionnement du collège Mediator, ainsi que le fonctionnement du dispositif d'indemnisation amiable des victimes de la dépakine. Les financeurs sont présents au conseil d'administration de l'ONIAM. Il y a un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et l'État est majoritaire au conseil d'administration. Il a, comme ça a été rappelé par Madame la sénatrice, 12 représentants et il est très présent dans la préparation des sujets, dans le cadre de la préparation des conseils d'administration. Alors, comment fonctionne le recouvrement ? L'ONIAM est un établissement public doté d'un agent comptable. Donc, le service ordonnateur, directeur, signe des ordres de recouvrement. L'agent comptable accepte ou pas de les prendre en charge. Donc, il faut que l'ordre de recouvrement soit suffisamment robuste pour que l'agent comptable l'accepte, sinon il le refuse. Il les accepte tous maintenant. Et ensuite, l'agent comptable met en œuvre les diligences attendues, y compris des prérogatives de puissance publique, pour assurer le recouvrement des créances. Et donc, il envoie des lettres de recouvrement amiable, naturellement, et des explications sont données en face, et ensuite, il peut agir. Ce qu'il se passe, c'est que les actions du comptable sont bloquées par les assureurs en responsabilité civile et Sanofi, parce qu'ils contestent le fond de leur responsabilité dans le dossier qui a été indemnisé par l'ONIAM. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est la valse des huissiers à l'ONIAM. Donc, tous les jours arrivent à mon bureau des huissiers de justice et me remettent des assignations devant les tribunaux. Tous les jours, plusieurs huissiers viennent pour effectivement ensuite, dans le cadre de l'agenda des juridictions, contester le fond de leur responsabilité dans le dossier concerné. Donc l'ONIAM met en œuvre des obligations de moyens conformes aux règles que nous avons adoptées avec la Direction générale des finances publiques, mais ensuite nous entrons dans un agenda des juridictions qui échappe totalement aux capacités de l'établissement. Plusieurs fois eu l'occasion d'aller au tribunal judiciaire de Bobigny, que je connais bien maintenant, notamment pour discuter du recouvrement des créances de Sanofi. Le tribunal judiciaire de Bobigny a une très très grosse activité, très variée. J'étais étonné de voir arriver un contentieux du recouvrement des créances sur la dépakine, alors que dans la loi, ce dispositif est qualifié d'amiable. C'est un dispositif spécial de règlement amiable. Et donc, il a fallu que j'explique pourquoi un dispositif amiable crée autant de contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Les premières décisions du tribunal judiciaire de Bobigny, nous l'espérons, interviendront au mieux en 2025. Elles sont susceptibles d'appel. D'où l'incertitude juridictionnelle sur le recouvrement effectif de certaines créances. Je dirais un mot sur les assureurs en responsabilité civile qui sont concernés par le fonctionnement des commissions de conciliation et d'indemnisation. Cette mission historique de l'ONIAM fonctionne bien parce que les assureurs en responsabilité civile respectent à 85% les avis émis par les commissions de conciliation. C'est-à-dire que le fonctionnement amiable attendu par le législateur de 2002 s'est tout de suite mis en place. Or, le fonctionnement amiable attendu par le législateur de décembre 2016 sur dépakine ne s'est jamais mis en place. Ce fonctionnement amiable sur Mediator s'est mis en place
progressivement, enfin, après une mise en place du collège d'experts médiator un peu compliqué quand même, mais parce qu'il y a eu des décisions de justice qui ont établi une part de responsabilité de Servier, à côté de celle de l'État, qui explique qu'il y a eu un intérêt à agir du laboratoire Servier dans le dispositif amiable. À ce jour, il y a très peu, et ça a été parfaitement restitué par le rapport de monsieur le sénateur Klinger, il y a très peu de décisions de justice favorables aux victimes. Je rappelle, des paquines, quelques critiques sur l'ONIAM. Des paquines commercialisées en 1967, et pas qu'en France, dans d'autres pays. Combien de décisions de justice définitives en faveur des victimes depuis 1967? Extrêmement peu en France. On a connaissance de 3 décisions en Espagne. Combien d'argent dans la poche des victimes du système judiciaire, non seulement français, mais européen et au-delà? Pratiquement pas. Tout est en appel et pas définitivement jugé. Pas définitivement jugé. Le bilan du dispositif amiable que vous avez créé au niveau du Parlement, c'est à aujourd'hui 51,5 millions d'euros qui ont changé la vie de 1000 victimes. 1000 victimes. Alors je sais que et les associations de victimes sont dans leur rôle quand elles disent que le montant des indemnisations n'est pas celui qu'elles pourraient obtenir devant les juridictions. Mais je dis attention, il y a des avocats qui mettent beaucoup d'euros dans les yeux, qui disent que de toute façon ils vont gagner dans les tribunaux, que ces affaires ne sont pas si simples, que le législateur a créé des règles spéciales avec un dispositif de règlement amiable très spécifique à la Dépakine, avec un collège d'experts qui est bienveillant dans l'instruction des demandes, qui fait qu'un certain nombre de demandes qui sont acceptées par ce collège d'experts Dépakine, placées auprès de l'ONIAM, il n'est pas certain que le moment venu, dans le corpus de règles médico-légales qui s'imposent et des règles de prescription fort complexes dans ce champ des produits de santé, eh bien, nous ne savons pas quel peut être le succès à la fois des démarches des victimes devant les juges et malheureusement le succès des actions en demande de recouvrement de ces créances d'argent public. J'ai donné le chiffre, 43 millions d'euros à ce jour, mais ce n'est pas fini. Eh bien, nous le verrons bien. Et donc, il est de la responsabilité du directeur de l'ONIAM de faire part de cette incertitude sur ce recouvrement effectif des créances. Vous m'avez invité à dire un petit mot sur la campagne de vaccination Covid-19. Donc, à aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, l'ONIAM a reçu 1246 demandes d'indemnisation amiable. Nous avons reçu au mois de septembre 78 nouvelles demandes. Au 30 septembre, l'ONIAM a adressé 344 décisions, donc 48 au mois de septembre. Et donc, sur les 1246 demandes d'indemnisation réceptionnées, à aujourd'hui, 112 offres ont été notifiées, soit provisionnelles, incomplètes, partielles ou définitives. Et 232 demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet. Comme l'a indiqué François Toujas devant votre commission, les troubles indemnisés sont principalement, à hauteur de 48%, des myocardites et péricardites. Au 30 septembre 2023, l'ONIAM s'est prononcé sur droit d'indemnisation des demandeurs dans 319 dossiers, dont 29% en faveur d'une indemnisation. Et donc, à cette date, 91 victimes ont été indemnisées. Aujourd'hui, nous avons 114 missions d'expertise médicale en cours dans toute la France. Et dans la typologie des troubles rapportés, nous avons donc 279 de troubles cardiaques, donc 202 au titre d'une myocardite et péricardite, 229 liés à des troubles neurologiques, et je ne vous détaille pas les différents. Si l'on regarde ce qui se passe au contentieux, puisque c'est l'ONIAM qui est mis en cause, et qu'on regarde si ce dispositif amiable remplit sa fonction dans le système, eh bien, au 30 septembre 2023, l'ONIAM a connaissance de 53 procédures contentieuses, 53 actions devant la justice, 1246 demandes d'indemnisation amiable devant l'ONIAM. Le montant moyen d'indemnisation est de l'ordre de 8 000 € pour les personnes qui, à ce jour, ont été indemnisées. Le Covid, c'est les dommages liés à la campagne de vaccination, c'est aussi, comme vous l'avez indiqué,
des questions posées sur des infections nosocomiales en établissement de santé. Devant les commissions de conciliation et d'indemnisation qui sont compétentes pour l'instruction, c'est un peu plus de 300 demandes qui ont été déposées auprès de ces instances. Et donc, nous sommes amenés à nous prononcer sur ces situations, puisque, effectivement, l'infection nosocomiale répond à une définition classique à l'occasion d'une prise en charge en établissement de santé. Et donc, avec des questions posées, qui est que dans un contexte général d'épidémie, cette notion d'infection nosocomiale, comment peut-elle avoir un impact sur l'indemnisation des personnes hospitalisées? Et si elles sont hospitalisées, naturellement, c'est parce qu'elles ont un état de santé qui le justifie. Bien, alors j'ai ensuite de nouveau 4 collègues sénateurs. Véronique Guillotin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, moi j'ai 2 questions. Je voulais revenir sur les indemnisations de la dépakine. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais je vais tout de même reposer la question. Donc la Commission des finances du Sénat, en septembre 2022, a fait un rapport qui a mis en lumière tout simplement des failles du dispositif en exprimant clairement des sous-exécutions budgétaires qui étaient assez importantes, avec des raisons comme les indemnités versées, vous l'avez dit, inférieures à celles qu'accordent les juridictions civiles, mais également la complexité dans la procédure pour les familles ou les retards dans l'indemnisation, par exemple. Alors, ce rapport a avancé quelques pistes pour y remédier. Moi, la question était assez simple. Est-ce que depuis la publication de ce rapport ou depuis les chiffres de 2021, plutôt, il y a eu des améliorations dans le traitement des dossiers dans ce domaine et plus particulièrement donc pour le cas de la dépakine, mais peut-être de manière plus générale, parce qu'en 2020, vous aviez également dit que la réorganisation permettrait d'améliorer les pratiques d'indemnisation. Et enfin, une deuxième question peut-être un peu plus large concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se développe sur tous les pans en fait, de la santé, que ce soit du diagnostic, voire peut-être du traitement et de l'accès aux soins également. Comment ça s'est pris en compte dans la réflexion des indemnisations en cas de problème, notamment par le biais de l'intelligence artificielle justement? Très bien, Céline Brulin. Merci, Président. Merci, Monsieur le Directeur. Une inquiétude et 2 questions. La première inquiétude, c'est que vous confirmez que la fusion entre l'ONIAM et le FIVA n'est pas complètement derrière nous. Et vous le confirmez à partir d'une volonté qu'on peut comprendre, en tout cas certains l'assument à juste titre, du contexte financier, des finances publiques dans lequel on est aujourd'hui. Or, vous, en parallèle, vous montrez que, notamment avec la multiplication des procédures judiciaires auxquelles vous faites face dans la période, le contexte financier qui est le vôtre peut être fragilisé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à regarder de nouvelles sources de financement des 2 organismes? Et est-ce que la fusion n'est pas une fausse bonne idée qui contribuerait peut-être à en réduire la voilure pour l'un et l'autre? Et dernière question, vous avez évoqué à juste titre la nécessité de simplification, parce qu'en effet, on voit qu'il y a des délais qui sont parfois un peu longs, très longs même, pour des indemnisations. Et vous avez notamment évoqué la digitalisation et la dématérialisation. On sait que c'est un souci pour nombre de nos concitoyens, et on cite souvent les plus anciens, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui peuvent être tout à fait geeks par certains aspects, mais qui ont les pires difficultés pour se débrouiller dans les démarches administratives. Quelles sont ces pistes de simplification et quel accompagnement en présence humaine notamment envisagez-vous pour que tout le monde ait accès à ses droits? Merci. Merci. Maintenant, Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je revenais donc sur la dépakine. Ma collègue l'a évoqué juste avant. Le nombre de dossiers déposés à l'ONIAM, environ 850 en milieu d'année 2022, est très en dessous en fait du nombre d'enfants qui souffriraient des malformations et connaîtraient des troubles du développement. Quelle sera votre politique en matière d'information des victimes? Et
une deuxième question, donc concernant les indemnisations des victimes de la vaccination du Covid-19. Vous avez donné des chiffres de dossiers reçus. Vous avez parlé des myocardites, des péricardites. Qu'en est-il des thromboses, des embolies pulmonaires qui ont fait suite à des vaccinations en centre de vaccination et non pas à l'hôpital peut-être, hein, puisque là il n'y a pas de maladie nosocomiale. Et quel est le budget provisionné pour dédommager ces victimes, puisque j'ai cru comprendre que sur les 200 millions d'euros qui sont consacrés pour l'essentiel à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et de celle de la dépakine. Alors qu'est-ce qu'il resterait pour les victimes de la vaccination Covid-19 ? Merci. Jean Sol. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, bonjour. Moi, je reviens sur les dommages liés à la dépakine, sur laquelle j'ai quelques questions. Vous annonciez donc 1200 demandes d'indemnisation et 81 personnes dédommagées, ce qui représente un faible pourcentage. Et vous évoquiez qu'il y avait 440 plaintes contre Sanofi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est au final ? Et dans le processus, donc il y a un processus d'instruction de l'indemnisation, il y a la phase d'indemnisation, et dans cette phase d'indemnisation, donc vous retournez, si j'ai bien compris, contre ceux qui sont a priori responsables, en tout cas, de ces dommages. Comment les choses se passent ? Et j'ai une autre question concernant les crédits qui sont dédiés au dispositif d'indemnisation, sauf erreur de ma part. Ils ne sont pas, en tout cas, utilisés au montant qui vous est attribué. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Merci. Je continue, les interventions qualifiées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je voulais avant tout vous remercier pour votre travail et saluer cette création, l'ONIAM, pour un ancien médecin que je suis. Je l'ai vu arriver avec beaucoup de bonheur, parce que c'est vrai que ça nous a aidés dans beaucoup de situations, et je voulais saluer ce travail. Ma question aujourd'hui, pour ne pas revenir sur ce qui a été dit, comment se passent les expertises et quel type d'experts vous avez ? C'est des experts auprès des tribunaux ou c'est des experts qui sont agréés par l'ONIAM ? Alain Milon, de nouveau. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je ne vous pose pas la question parce que vous ne pouvez pas me répondre. Mais je pose la question à mes collègues. Je veux dire par là, la Cour des comptes, au mois de juillet dernier, nous a annoncé que l'assurance maladie finançait les agences à hauteur de 6,5 milliards. Vous venez de nous dire, nous, que l'assurance maladie finance l'ONIAM à hauteur de 150 millions sur les un peu plus de 200 millions que vous recevez de financement public. Est-il normal, dans ces conditions, que l'assurance maladie, dont les déficits sont dans les bonnes années 1,5 milliard, les mauvaises années 6 à 7 milliards, continue de financer des agences dans lesquelles elle ne prend aucune décision ? Est-il normal, par exemple, que vous soyez honoré par le gouvernement et non pas par l'assurance maladie ? Et dans ces conditions, serait-il normal que ces agences ou soient dirigées par l'assurance maladie, ou mieux, que l'assurance maladie ne les finance plus, que l'État les finance et que l'assurance maladie retrouve ainsi des comptes à l'équilibre ? Très bien, vous avez compris que pour la dernière question, vous avez un joker potentiel. Voilà. Je vous laisse répondre, monsieur Leloup. Je la prendrai quand même parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Donc merci de me donner l'occasion de revenir sur un certain nombre de points. Donc, alors il n'y a pas d'annonce sur la fusion ONIAM-FIVA, donc peut-être que je simplement me demander mon avis personnel, donc je me suis permis de vous le donner en toute simplicité. Je confirme que pour moi ça faisait sens dans acte. Alors soyez rassurés, de toute façon toute fusion ça passe par la loi. Donc vous êtes les gardiens de cette affaire. Au contrat d'objectifs et de performance de l'ONIAM, donc qui est en cours, et il était demandé aux deux établissements d'expertiser des modalités possibles de rapprochement. J'ai d'excellentes relations avec mon collègue du FIVA,
qui est un très grand professionnel. Nous avons des échanges entre nous, des échanges professionnels, et on essaye de nourrir nos pratiques professionnelles, des bonnes pratiques de l'un et de l'autre. Et c'est quelque chose, je crois, qu'il faut garder après ces épisodes, parfois un peu difficiles, de projets de fusion qui n'ont pas prospéré. Et l'histoire dira s'il faut reprendre, avec quelles conditions et quelles garanties à donner, notamment aux associations de victimes, pour les conditions d'indemnisation des victimes. Je rappelle que les conseils d'administration sont compétents pour fixer le référentiel d'indemnisation. Et au conseil d'administration du FIVA, ce n'est pas l'État qui est majoritaire, alors qu'au conseil d'administration de l'ONIAM, c'est l'État qui a le dernier mot. Et donc ça change considérablement la donne, et on peut comprendre que ça soulève un certain nombre de questions. Alors, des questions posées sur les autres sources de financement. Je pense qu'effectivement, au-delà du financement ONDAM, loi de finances et de l'action recouvrement, une réflexion pourrait avoir lieu sur l'indemnisation des risques sériels des produits de santé. Je pense que l'ONIAM a acquis de l'expérience à l'occasion du Mediator et de la Dépakine. Je pense que toute activité industrielle, par nature, présente des risques. Et je pense que sur cette question importante des produits de santé, des dispositifs médicaux, une réflexion avec les fédérations professionnelles, un peu indépendante de la responsabilité de tel ou tel industriel sur tel ou tel produit de santé ou dispositifs médicaux, ça mériterait d'être réfléchi. Il y a eu des tentatives en ce sens au cours des dernières années. On voit à aujourd'hui que ces sujets deviennent très politiques, et peut-être que de manière apaisée, des discussions mériteraient d'être portées avec le LEM, avec les autres fédérations. En tout cas, avec la nouvelle gouvernance de l'ONIAM, nous sommes disposés à apporter l'expérience acquise sur ces sujets. On n'a pas parlé des SUR, mais il peut y avoir aussi dans les dispositifs médicaux un certain nombre de sujets. Et il y en aura de plus en... Je dirais que la pharmacovigilance au niveau national et au niveau européen a tendance à s'améliorer. Quand on voit la manière dont l'intelligence artificielle peut être utilisée sur les centres de pharmacovigilance, ça devient de manière intéressante et c'est protecteur de la population. Et donc, des signaux sont susceptibles d'apparaître. Et c'est aussi lié, je dirais, à l'innovation attendue par la population sur ces sujets des produits de santé. Et donc, certainement, avoir une réflexion avec France Association Santé, qui fédère les associations de victimes en France, sur ces sujets. C'est le sujet, en fait, de la confiance dans le système de santé et comment, si jamais des risques apparaissent, notamment des risques sériels, eh bien, nous avons réfléchi à des mécanismes d'indemnisation simples, non juridictionnels, mais qui permettent d'apporter la réparation financière auquel les victimes ont droit. Concernant la Dépakine, merci de me donner l'occasion de revenir sur le rapport de monsieur le sénateur Klinger. Effectivement, au moment de l'écriture de la loi, donc c'était courant 2016, un certain nombre de prévisions avaient été faites, donc des modèles de prévision sur à la fois le nombre de victimes et les financements à attendre. Et donc, il y avait des rapports qui ont été faits avec les données qui étaient disponibles. À l'évidence, ces modèles prévisionnistes ne se sont pas confirmés au regard du nombre de demandes d'indemnisation, puisqu'il y a un écart tout à fait important entre les deux. Alors, est-ce lié à un manque d'information sur le dispositif placé auprès de l'ONIAM? Alors, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite, notamment par le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, et nous avons participé en tant qu'ONIAM à ces actions d'information. L'APESAC, présidée par Mme Martin, que j'ai cité tout à l'heure, fait beaucoup de communication sur ce sujet depuis la création de cette association, y compris dans la presse quotidienne régionale. Plus ou moins positive, la communication. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'au moment où nous avons installé au niveau de l'ONIAM, au début, il y avait deux instances. Il y avait un comité d'indemnisation et un collège d'experts. Et nous avons donc organisé avec les magistrats indépendants de ces deux instances des auditions. Et l'APESAC, Association
consacré à ce sujet nous avait annoncé 4 800 demandes d'indemnisation. À aujourd'hui, en gros, nous avons en instruction où nous avons traité les demandes connues de l'APESAC qui viennent, puisque je le rappelle, contrairement aux accidents médicaux, il n'y a pas un seuil de gravité pour être éligible au dispositif spécial de la dépakine, mais toute demande, même pas grave, peut être instruite devant ce dispositif dépakine. Alors, et ça, c'est très bien décrit par le rapport de M. Klinger. Dans l'architecture du dispositif tel qu'elle a été conçue en 2016, c'est complexe. C'est complexe, et sur dépakine, on fait des choses qu'on n'a pas du tout fait sur Mediator. C'est-à-dire que dans chaque demande d'indemnisation, le collège, contrairement au Mediator qui n'est pas composé que de médecins, principalement de médecins, le collège d'experts dépakine est composé à parité entre des juristes universitaires et des médecins, et c'est présidé par un magistrat. Et dans chaque dossier, chaque demande d'indemnisation est questionnée la responsabilité de tout le monde. Ce que ne fait pas le collège Mediator. Et donc, dans chaque demande, on va s'interroger d'une part sur l'imputabilité des dommages. Quels sont les dommages strictement imputables à la dépakine? Et ensuite, le collège va s'interroger, est-ce la faute du médecin prescripteur? Est-ce la faute de l'État? Ou est-ce la faute des laboratoires? Puisqu'il peut y avoir aussi des génériqueurs, des laboratoires. Voilà. Et dans une demande, il va y avoir des quotités de responsabilité qui vont être fixées. Et donc, l'avis qui s'impose au directeur de l'ONIAM, de par la loi, fixe, voilà, indemnisation, voilà les préjudices. Donc, pour donner l'exemple de la demande d'indemnisation la moins élevée que j'ai eu à gérer, c'était une demande d'indemnisation pour un préjudice esthétique temporaire, pour lequel il y a une part de responsabilité de un tiers l'État, un tiers le médecin et un tiers Sanofi. Le montant de l'indemnisation, 1 000 €. Donc je paye pour 333 € au titre de l'État. C'est la partie facile de la mission. Décaisser, payer au nom de l'État, on sait faire. Hein, je veux dire. Mais ensuite, alors, qu'a fait l'assureur? C'est je crois qu'il y a 2 dossiers que les assureurs en responsabilité civile ont indemnisé à l'amiable sur dépakine, dont celui-là. L'assureur a regardé combien lui coûterait un avocat pour contester les 333 €, il a payé. Mais Sanofi a contesté parce que Sanofi a une position ferme qui avait été présentée au Parlement au moment de la création du dispositif. La position de Sanofi est de dire c'est la justice qui dira la vérité en cette affaire. La position de Sanofi, c'est pas de dire il y a un dispositif de règlement amiable créé par la volonté du législateur et on va voir comment s'arranger devant l'instance de l'ONIAM. Non. Sanofi considère que cette affaire doit être traitée devant le juge et que donc tout ordre de recouvrement, quel que soit son montant, y compris un montant modique, leur avocat leur coûte plus cher, hein, vous en doutez, hein, ils contesteront. À ce jour, mais je vais aller au bout du sujet, à ce jour, je l'ai dit, il n'y a pas de décision définitive qui établisse une part de responsabilité, une responsabilité du laboratoire Sanofi en cette affaire. Je suis très attentif aux déclarations des dirigeants de Sanofi. Très attentif, notamment à ce qui est dit devant les assemblées générales des actionnaires. J'ai entendu que si des décisions de justice intervenaient et qui reconnaissaient la responsabilité de Sanofi, à ce moment-là, ce groupe, qui a aussi une politique en responsabilité sociale et environnementale, la RSE, comme tout grand groupe du CAC 40, pourrait effectivement agir vis-à-vis des victimes. Donc, je suis un directeur de l'ONIAM qui reste optimiste sur cette mission. Je suis très attentif à toutes les décisions de justice qui sont rendues en France, et je vous l'ai dit, en Espagne aussi, de voir comment le laboratoire Sanofi et son assureur, puisque Sanofi a un assureur qui intervient aussi. Quand je dis qu'il y a une complexité de nos missions, je me permets de les décrire. Et donc, nous verrons à l'avenir comment on est ou pas en capacité de faire bouger les lignes, de par la volonté du législateur qui a affirmé sa volonté de faire fonctionner ce dispositif amiable
Un montant important de pénalité est susceptible d'être accordé par le juge dans le cadre du recouvrement des créances de l'ONIAM, 50% de pénalité, donc c'est supérieur à ce qui est susceptible d'être accordé dans le cadre du recouvrement des créances sur les accidents médicaux où le juge ne peut nous donner que 15%. Donc c'est aussi un message politique très fort du Parlement qui souhaite faire fonctionner ce dispositif amiable. Eh bien, écoutez, moi, je suis effectivement mis en cause dans les procédures du contentieux du recouvrement. Et devant le juge, nous verrons comment essayer d'avancer pour obtenir ce remboursement d'argent public. Je le rappelle, à ce jour, 43 millions d'euros, et ce n'est pas fini. Il nous reste 10 minutes, si vous voulez bien, par rapport aux dernières questions qui ont été posées. Sur le Covid ? Alors, je vais... Je me doutais que ce sujet vous intéresserait. Donc, sur les 91 victimes indemnisées, 48% péricardite ou myocardite, 11% de troubles neurologiques, 9% AVC, thrombose, embolie pulmonaire, 4% des troubles articulaires, 4% troubles dermatologiques, et le restant, ce sont des troubles divers. Voilà. Alors, le budget, donc il faut être, je suis complètement rassurant sur ce sujet. L'ONIAM a tous les moyens financiers pour indemniser les victimes du Covid. Des clauses financières sont en place avec le ministère de la Santé. J'ai rencontré, dans le cadre de la préparation de la loi de finances, donc les rapporteurs spéciaux sur ces sujets-là. L'ONIAM a les moyens d'indemniser et d'exercer cette mission. Il n'y a pas de difficulté, je dirais. À aujourd'hui, cette mission ne représente pas des décaissements importants de notre établissement. Je vous l'ai indiqué, c'est en moyenne 8 000 euros pour les personnes qui sont indemnisées. Et on est nécessairement sur une instruction des demandes d'indemnisation qui font que ce sera lissé dans le cadre des travaux budgétaires. Et donc là, je suis complètement rassurant sur le fait que notre établissement dispose du budget pour exercer cette mission d'indemnisation. Il n'y a aucune incertitude sur ce point. Je voudrais vous remercier, monsieur le sénateur, en tant que médecin, d'avoir salué le travail de l'ONIAM. La dernière fois que j'ai eu ce remerciement, c'était quand j'étais entendu par la Société française de gastro-entérologie, puisque pour les accidents médicaux, depuis 20 ans, les assureurs en responsabilité civile médicale jouent pleinement le jeu. Ils suivent les avis, alors qu'ils n'y sont pas obligés, mais ils suivent les avis à 85%. Et donc ce dispositif amiable. La conséquence, c'est que les cotisations d'assurance professionnelle des médecins, y compris des spécialités à risque, n'augmentent pas et sont contenues. Et donc, l'existence des CCI et de l'ONIAM favorise l'exercice de la médecine en France depuis 20 ans. Les experts que nous mobilisons sont inscrits sur la liste nationale de la Commission nationale des accidents médicaux et également sur la liste des cours d'appel. Et donc, nous avons des milliers de médecins qui contribuent au bon fonctionnement de ce dispositif amiable. Et Monsieur Millon, votre question est extrêmement intéressante. L'ONIAM est créé dans le Code de la santé publique sur la partie risque inhérent au fonctionnement du dispositif de santé. Et donc, il y a une certaine logique à faire financer par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie les risques liés à ce fonctionnement du système de santé. Et j'ai eu l'occasion d'être entendu par la MEX récemment pour effectivement s'assurer que les frontières entre la loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances étaient strictement respectées. Et l'ONIAM fait figure de bon élève sur ce sujet par rapport à beaucoup d'agences. Est-ce que je peux vous permettre juste, il nous reste 5 minutes pour répondre à notre collègue Madame Guillotin concernant l'intelligence artificielle. C'est un sujet complètement nouveau. C'est un sujet complètement nouveau. On n'a aucun recul à aujourd'hui sur ces aspects. Je dirais, l'intelligence artificielle pose des questions totalement inédites sur qui est responsable de quoi.
le concepteur, celui qui commercialise, celui qui utilise. C'est des questions inédites, nouvelles. Un peu comme le Covid en établissement de santé, je pense qu'on va être les premiers, nous, dispositifs amiables, à être amenés à se prononcer sur ces sujets-là, ce qui était le cas, c'est-à-dire les commissions de conciliation et d'indemnisation, avant toute première décision devant les juges administratifs ou juges judiciaires, est amené à se pencher sur cette question d'infection nosocomiale en établissement de santé à l'occasion d'une crise épidémique. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des questions d'une redoutable complexité qui sont devant nous. Alors, encore une fois, à chaque fois, il n'y a pas de réponse générale. Ça va être dans les circonstances particulières des dommages de questionner qui est responsable de quoi. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ces réponses. Donc, nous allons clôturer. Donc, je vous rappelle, on a eu l'occasion de vous entendre. Vous intervenez demain à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vote, c'est une nomination. En tous les cas, merci de nous avoir fait ce point d'étape dans vos travaux. Et puis, nous continuerons à vous auditionner au fur et à mesure. Voilà, mes chers collègues, nous allons clôturer. Je vous rappelle que pour les nouveaux, il y a la simulation d'émetteurs juste après. Et puis, sinon, pour les autres, on se retrouve demain matin à 8h30 pour l'audition du directeur général de la CNAM. Voilà, merci beaucoup.